Les confinements de 2020 et 2021 ont ouvert dans notre vie à tous une parenthèse que personne n'avait imaginée. Sous la menace d'un virus terrifiant, les villes se sont mises à l'arrêt. Près de 3 milliards de personnes ont dû brusquement se cloîtrer chez elles. Du jour au lendemain, les rues se sont vidées, laissant place à un silence inquiétant. Mais pas pour tout le monde. Très souvent, les animaux sauvages, filmés dans des décors urbains, sont accoutumés à l'homme, qui les a nourris et élevés depuis leur naissance, comme l'auraient fait leurs parents naturels. On obtient ainsi de belles images spectaculaires, et pas toujours vraisemblables. Mais en 2020, la réalité allait dépasser la fiction. Des citadins du monde entier ont filmé avec leur téléphone portable des scènes auparavant inimaginables. Des paons, des chèvres, des chevreuils, des biches, des sangliers, des renards, des belettes et bien d'autres sauvagines déambulant sur le bitume comme s'ils étaient seuls sur Terre. Plus intrigués qu'inquiets par cet univers d'où les humains semblent avoir soudainement disparu. Le confinement a engendré un ralentissement des activités humaines telles que l'histoire moderne n'en avait jamais connu. Devenues inutiles, de nombreuses lumières se sont éteintes dans les villes, les banlieues et même à la campagne. L'obscurité qui s'est installée a révélé la valeur d'une nuit complète et noire pour la nature sauvage, même si dans certaines localités, on le savait déjà. En Israël, les lièvres se livrent à des joutes amoureuses. Et en Australie, tous les coups sont permis. Sur les plages vides comme dans les villes, la faune est revenue. Au Brésil, pendant le confinement de 2020, des centaines de bébés tortues vertes sont nés sur des plages habituellement bondées de monde et éclairées la nuit. En Thaïlande, 11 nids de tortues luttes ont été découverts sur une plage où elles avaient cessé de venir à cause des touristes. En Indonésie, en Inde et en Turquie, un nombre record d'éclosions a été enregistré sur des plages interdites d'accès pour cause de confinement. On n'avait pas vu ça depuis plus de 20 ans. Autrefois très abondantes sur l'île de la Réunion, les tortues avaient pratiquement disparu au siècle dernier en raison de la pêche et de l'urbanisation du littoral. Plus aucun de ces animaux ne venait y pondre. L'arrivée d'une tortue verte est donc toujours un grand moment. Gabi est l'une de ces revenantes. Elle attend la nuit pour s'aventurer sur la plage.
Elle vient parce que c'est la seule plage de cette partie du littoral qui est complètement sombre. Parce qu'avant qu'on démarre ce programme de restauration des plages de ponte, ça faisait au moins 60 ans qu'il n'y avait pas eu de ponte à Saint-Lô. Elle a besoin d'obscurité, elle a besoin d'une plage très sombre. Et donc les plages qui ne sont pas éclairées par les éclairages publics, il n'y en a pas tellement. C'est pratiquement la seule de cette portion du littoral. Aménager et végétaliser davantage les plages de la Réunion, c'est le Graal de Stéphane Ciccione, océanologue et directeur de Chelonia, un centre de protection des tortues. Cette végétation, elle va permettre aux tortues de reconnaître les plages qui sont favorables à la ponte. Et puis elles vont aussi créer un écran pour limiter et lutter contre la pollution lumineuse liée aux installations humaines qui sont en arrière de la plage. La plage en 89, avant qu'on commence le programme, donc rien du tout sur la plage, juste quelques fils à eau. Et puis voilà, en 2018, la végétation était déjà bien développée. Les plantations doivent se faire judicieusement, car les tortues entretiennent une relation spéciale avec la végétation de la plage. L'odeur des végétaux leur sert de point de repère pour identifier les plages de sable les plus favorables pour la ponte. Pour limiter la pollution lumineuse, des lampes à LED n'éclairent que le parking de la plage. Côté mer, un déflecteur arrête la lumière et laisse la bande de sable dans l'obscurité. Gabi a creusé un trou de 70 cm. Elle y dépose une centaine d'œufs, rebouche le trou, puis quitte la plage. Il n'y a que 2 tortues qui pondent à La Réunion, Gabi à Saint-Lô et Emma à Saint-Paul. Donc c'est vraiment une situation qui est extrêmement fragile. L'importance aussi de protéger les nids, parce que c'est grâce à ces nids-là que la population de tortues à La Réunion va pouvoir se régénérer, même si ça va prendre une vingtaine ou une trentaine d'années. Emma, à son tour, est venue pondre avant de prendre le large pour quelques années. Les tortues marines regagnent l'eau en se fiant à leur vue. La blancheur de l'écume, la réverbération de la lueur de la lune ou du ciel étoilé font de la mer l'horizon le plus lumineux. Des éclairages artificiels les désorientent. Si les adultes trouvent quand même leur chemin, il n'en va pas de même des nouveau-nés, qui n'ont aucune expérience et dont les forces sont comptées. Chaque année, de par le monde, des milliers d'entre eux sont attirés par des éclairages parasites, se perdent et meurent d'épuisement. Si on veut conforter la reproduction des tortues marines à La Réunion, il faut absolument qu'il y ait des plages favorables à la ponte et donc limiter les éclairages artificiels et la fréquentation sur les plages pendant la nuit, comme ça a pu être le cas pendant le confinement. Le confinement a mis en lumière, si l'on peut dire, la nécessité de préserver ce qu'il reste de l'obscurité du monde. Les oiseaux migrateurs sont particulièrement sensibles et manifestement les plus touchés par les lumières fortes. Les 2/3 d'entre eux migrent de nuit. Ils empruntent des corridors bien balisés par les lumières de la Lune et des étoiles. À La Réunion, dès avril, les jeunes pétrels de l'année jouent le destin de l'espèce.
Ces oiseaux marins qui sont nés sur les hauteurs rocheuses de l'île et qui n'ont jamais volé se lancent dans le vide pour gagner l'océan. D'ordinaire, des lumières urbaines et surtout celles des stades les attirent. Ils se posent loin de l'eau et restent au sol, complètement perdus. Éblouis et cloués au sol, ces superbes oiseaux de haute mer sont à la merci des chiens errants. Le principal lieu de reproduction des pétrels sont les falaises abruptes du Grand Bénard, l'un des plus hauts sommets de la Réunion, qui griffe le ciel à 2900 mètres d'altitude. 6 heures de marche sont nécessaires aux scientifiques qui assurent le suivi des colonies pour atteindre la zone de nidification. Le Covid-19 a empêché toute mission depuis de nombreux mois, et les chercheurs redoutent que des prédateurs aient décimé les populations de jeunes. Un cadavre de pétrel. Ouais, c'est un poussin, on voit typiquement que c'est de la prédation. Il reste que les ailes et toutes les parties charnues ont disparu. Les nids sont dissimulés dans des trous de la roche. Seul un regard averti les repère. Ah oui, on voit bien le duvet là. C'est... À mon avis, il y a un poussin. Ah oui, on le voit. Terrier 137, un poussin. Ce juvénile de 3 mois est plus gros qu'un adulte, car ses parents l'ont engraissé pour affronter un voyage marin de plus de 3 ans. Après 5 années d'absence, il reviendra à l'endroit de sa naissance pour se reproduire. Il élira un ou une partenaire auquel il sera fidèle toute sa vie. Le couple choisira un trou où il fera son nid. L'espèce, dont il ne reste que quelques milliers de couples, est encore assez mal connue. On sait que la femelle ne pond qu'un seul œuf par saison, ce qui rend sa lignée extrêmement vulnérable. Pour connaître le comportement de cette espèce nocturne, en danger d'extinction, les chercheurs utilisent des lumières et des caméras infrarouges. Un rat effronté profite de l'absence des parents pour piquer un œuf. Ici, on est à 2600 mètres d'altitude et c'est de là que les jeunes pétrels de l'année vont prendre leur envol pour effectuer leur première migration. Ils partent à la nuit noire en s'orientant grâce à la lumière des étoiles et de la lune sur l'océan qu'ils ont droit devant eux. Et à partir de là, c'est facile de comprendre que les lumières des villes vont les détourner de leur route. Pour sauver l'espèce et faciliter le départ des juvéniles, la Réunion a initié depuis plus d'une décennie une opération pour lutter contre la pollution lumineuse appelée « Nuit sans lumière ». L'extinction de la plupart des puissants projecteurs qui éclairent les terrains de sport pour les entraînements nocturnes a sauvé un grand nombre d'oiseaux. Mais malgré la réduction des éclairages, les bénévoles de la Société d'études ornithologiques de La Réunion sauvent encore chaque année de 2600 à 3600 individus. À cause de leurs longues ailes et de leurs pattes palmées,
il leur est impossible de décoller d'un sol plat. Malgré les nuits sans lumière, on constate toujours qu'il y a des oiseaux qui s'échouent, mais avec le confinement, beaucoup moins, puisque les structures sportives, les stades et autres sont éteints. Et du coup, on suppose qu'il y a moins d'oiseaux qui s'échouent, en tout cas, on en signale beaucoup moins. En percutant le sol, les jeunes pétrels se cassent souvent une aile. C'est ce que vérifient en premier les bénévoles. Un centre de soins a été créé pour les accueillir le temps nécessaire à leur guérison. Les ailes effilées et puissantes de ces voyageurs au long cours sont fragiles. Ici, on les soigne, on les abreuve, on les nourrit. Une fois requinqués, ils sont relâchés et leur long voyage peut enfin commencer. L'empreinte lumineuse des zones urbaines et industrielles ne cesse de s'étendre et de gagner en intensité. Leurs éclats perturbent les migrateurs, et les gratte-ciels éblouissants sont autant de pièges de verre et d'acier sur le passage des oiseaux. On estime que plus de 100 millions d'oiseaux décèdent chaque année après une collision contre un bâtiment. Hong Kong produit l'une des pires pollutions lumineuses de la planète. Par endroits, le ciel nocturne de la presqu'île est 1000 fois plus lumineux que la moyenne mondiale. La ville de New York rend un hommage en lumière aux victimes des attentats des Twin Towers. Des études ont montré que ces puissants faisceaux, visibles à plus de 100 km à la ronde, bouleversent la migration de milliers d'oiseaux quittant le Grand Nord canadien pour hiverner en Amérique du Sud. Partout abondent les zones suréclairées, y compris dans les campagnes. Des exploitations sont illuminées la nuit pour accélérer la pousse de leur culture hors sol et hors saison. Dans la campagne bretonne, d'immenses serres sont éclairées soit par des lampes jaunes pour favoriser la floraison, soit par des lampes rouges et bleues produisant une lumière violette pour augmenter le rendement. Là, nous sommes à une vingtaine de kilomètres de Lyon et pourtant on voit bien ce halo lumineux qui déborde largement de la ville. Et lorsqu'on va chercher à mesurer l'intensité du noir dans le ciel, on voit qu'on est à 17,04. C'est quelque chose qui est extrêmement lumineux puisqu'une nuit noire, normalement, on devrait être à peu près aux alentours de 22. Plus le nombre affiché sur le luxmètre est élevé, plus le ciel est sombre. Au laboratoire CNRS de l'Université de Lyon, Thierry Langagne étudie l'influence de la pollution lumineuse sur les crapauds. L'acuité visuelle des crapauds est 1000 fois supérieure à la nôtre. Ils sont donc très sensibles à la lumière. Thierry a besoin pour ses expériences de batraciens indemnes de toute pollution lumineuse. Pour cela, il va les chercher dans une vallée encaissée à plus de 100 km de la ville. On va regarder un peu où est-ce qu'on en est en termes de luminosité. 21,02. C'est déjà un ciel bien noir, hein? Au début de la période de reproduction, des centaines de crapauds mâles quittent la forêt pour gagner des étangs. Les femelles, beaucoup moins nombreuses et beaucoup plus grosses, se dirigent elles aussi vers les mares où elles vont pondre.
L'empoignade amoureuse est générale et tourne souvent à la confusion. Des mâles se ruent sur d'autres mâles. Une femelle, impassible, supporte plusieurs assauts simultanés. C'est cette frénésie sexuelle sans limite que Thierry exploite pour évaluer l'influence de la pollution lumineuse. Les crapauds exposés à une intensité lumineuse très faible continuent à s'accoupler. Dans une autre pièce, les crapauds sont exposés à des intensités lumineuses plus élevées, équivalentes au halo de lumière qu'on trouve à 30 km d'une ville. Là, on voit que les mâles exposés à de la pollution lumineuse ont des difficultés à s'accoupler avec la femelle. Il a des problèmes pour l'accrocher. Et on a montré, chose encore plus grave, que ça affecte le taux de fécondation des œufs et que donc les niveaux de population risquent de s'effondrer derrière. Chez le crapaud, comme chez l'homme, la pollution lumineuse affecte le rythme d'activité, la qualité de son sommeil, et par conséquent, ses sécrétions hormonales qui sont calées sur son horloge biologique. L'équipe a fait récemment une découverte très inquiétante. La pollution lumineuse affecte l'expression des gènes chez le crapaud commun, et en particulier l'expression des gènes liés à l'immunité. Et donc, la pollution lumineuse pourrait entraîner un effondrement des populations. Malheureusement, les crapauds sont déjà fortement en déclin. Des centaines de milliers d'entre eux meurent chaque année, écrasés sur nos routes. Chaque printemps résonne l'appel impérieux de l'espèce. Mâles et femelles quittent la forêt, traversent le bitume et se hâtent vers les étangs où ils se livreront à une féconde bacchanale. Les animaux vivent la nuit et donc ont l'habitude d'avoir très peu de lumière pour vivre. Et lorsqu'ils sont éblouis avec des phares, avec des intensités très fortes, eux, ils vont rester probablement éblouis, peut-être même des heures, avant de retrouver une perception normale. L'installation de barrages en textile empêche les crapauds de se lancer dans une traversée suicidaire. Des bénévoles les récupèrent et les relâchent, sains et saufs, dans une mare où naîtront bientôt des myriades de têtards. En France, les crapauds verts et les crapauds communs sont les premières victimes de la route. Mais ils ne sont pas les seuls. Les chouettes effraies chassent les rongeurs et les insectes près des éclairages des routes. Éblouies par les phares des véhicules, nombre d'entre elles sont fauchées en plein vol. Le grand rhinolophe, une chauve-souris de 30 à 40 cm d'envergure, très commune en Europe, vole au ras du sol. Elle aussi paie un lourd tribut à la circulation routière. Les phares des véhicules dressent une barrière infranchissable. Les scientifiques ont constaté que leur terrain de chasse est considérablement réduit du fait de l'illumination d'une route ou d'un chemin. La baisse de la circulation routière pendant le confinement a sauvé la peau de nombreux animaux. En Europe, on estime que les collisions mortelles ont reculé de 30%. Aux États-Unis, où le trafic routier avait été réduit de 70%, les morts par collision d'orignaux, de cerfs, d'ours et autres grands mammifères sauvages ont chuté dans la même proportion.
En revanche, le confinement n'a eu aucune incidence sur une autre grande faucheuse de la faune sauvage, dont sont victimes les insectes, les chauves-souris et les oiseaux. Le balisage lumineux des éoliennes, indésirable pollution lumineuse pour les riverains, attire les insectes et indirectement leurs prédateurs. En Allemagne, on estime que 200 000 chauves-souris sont tuées chaque année lors de collisions avec les pales en rotation. Le vol des chiroptères est lent, alors que les extrémités des pales peuvent atteindre une vitesse de 1500 tours minute. En France, une équipe du Muséum d'histoire naturelle de Bourges inventorie minutieusement les restes d'animaux gisant au pied des éoliennes. Laurent Arthur est en croisade contre ce fléau. Bon, noctule commune, hein. Ouais. Et c'est un mâle. L'une des principales victimes des éoliennes en Europe, qui va rejoindre dans le container le résultat de 3 suivis de mortalité sur seulement 3 parcs éoliens. De la pipistrelle, de la pipistrelle, de la noctule de l'Essler, de la noctule de l'Essler. Et chaque fois qu'on trouve un cadavre, il y en a en réalité 10 qui n'ont pas été trouvés. Ce sont les statistiques qui sont données à l'échelle de l'Europe. Dans sa position la plus basse, l'extrémité des pales est à 20 mètres du sol, soit en plein dans la zone de vol de beaucoup de chauves-souris. Là, on a de la noctule commune, 2, 3, et là, il y a de la pipistrelle commune. Donc là, on a les 2 espèces qui sont les plus impactées à l'échelle européenne, qui sont en train de tourner. Grâce à une caméra thermique, Laurent et Amélie filment les éoliennes pour comprendre pourquoi les animaux sont si nombreux à s'exposer aux pales. On sait par rapport à la mortalité des chauves-souris liées aux éoliennes, c'est multifactoriel. On pense à la lumière, des clignotants, on pense aux insectes attirés par les éoliennes que les chauves-souris viendraient chasser. Et de plus en plus, il y a une corrélation entre la présence des insectes qu'on trouve dans la gueule des chauves-souris mortes, au pied des éoliennes, et le fait qu'elles soient attirées par ces machines. L'Europe aurait perdu près de 80% de ses insectes en moins de 30 ans. Cette perte aurait entraîné la disparition de plus de 400 millions d'oiseaux. Parmi les responsables de cette hécatombe, les scientifiques pointent la responsabilité de l'éclairage public. À force de tournicoter en tous sens, les insectes meurent d'épuisement ou grillés par la chaleur des lampes. À Paris, l'extinction du grand paon de nuit, le plus grand papillon de France, serait en partie imputable aux éclairages. Adultes, ils ne vivent que quelques jours sans s'alimenter et ne volent à travers les nuits que pour l'accouplement. Ils s'orientent en s'appuyant sur les lumières célestes, or celles-ci sont gommées par les lumières urbaines. Désorientés, ils se fracassent souvent contre les lampadaires qu'ils prennent pour la Lune. Cette espèce, aujourd'hui protégée, était pourtant fréquente il y a 50 ans. L'éclairage artificiel fait également des ravages dans les populations d'éphémères, des insectes qui constituent la nourriture principale de très nombreux animaux. Au cours de leur cycle naturel, mâles et femelles se rassemblent en nuées la nuit pour s'accoupler en vol. Mais attirées par l'éclairage public, les femelles meurent et leurs œufs sont perdus. De nombreuses espèces d'éphémères, qui sont les insectes vivants les plus anciens, sont aujourd'hui menacées. Les lumières artificielles ne tournent pas la tête qu'aux seuls éphémères. Elles font aussi perdre la boule aux papillons, comme la pyrale du buis.
Les merles noirs poussent la romance au milieu de la nuit. Les escargots partent en vadrouille à point d'heure. Et les cygnes de Bewick cassent la croûte dans le noir. Les ratons laveurs se goinfrent au pied des lampadaires. Et les chauves-souris gueuletonnent en voltige. Ces self-service ouverts toute la nuit induisent des effets inattendus. Ainsi, des scientifiques italiens ont constaté que le volume du crâne des chauves-souris vivant en milieu urbain augmente depuis les années 1940. Cet accroissement serait dû au fait que les lampadaires attirent quantité de gros insectes, dont les carapaces résistantes ne pourraient être croquées que par les chauves-souris aux mâchoires les plus puissantes. Par le même mécanisme, la pipistrelle, que la lumière gêne peu, est favorisée par rapport à d'autres espèces, comme le grand rhinolophe, que la lumière insupporte. Les chiroptères, qui chassent en repérant leur proie par écholocation, ne devraient pas être gênés par l'éclairage public. Or, les chauves-souris sont les mammifères qui sont les plus affectés par la pollution lumineuse. Des études récentes ont montré que l'éclairage des bâtiments dans lesquels vivent des colonies de chauves-souris avait une incidence néfaste sur leur taux de reproduction et sur les chances de survie des jeunes. Les chiroptères, qui nichent dans des bâtiments éclairés, sortent en moyenne 45 minutes plus tard que les autres. Or, c'est en tout début de nuit qu'il y a le plus d'insectes disponibles. Aux Pays-Bas, de singuliers lampadaires éclairent une forêt expérimentale. Camiel Spolstra de l'université de Wageningen y teste des solutions pour réduire les nuisances des éclairages sur les chauves-souris et autres volatiles nocturnes. Les chauves-souris, comme la plupart des mammifères nocturnes, ne voient pas très bien ou presque pas la lumière rouge. Donc, si elles volent autour d'un poteau lumineux, comme ici par exemple, elles auront l'impression d'évoluer dans une obscurité presque totale. Camiel a constaté que les insectes s'agitent nettement moins autour des lumières rouges que des lumières vertes. Les lumières les plus catastrophiques sont les LED bleues et blanches. Les insectes tournoient autour jusqu'à l'épuisement total. Pour la flore, c'est l'inverse. La lumière verte n'influence pas les plantes. Mais la lumière rouge les stimule et favorise leur croissance. Camiel et son équipe ont donc remplacé les lampes blanches par des rouges sur des ponts et des écluses, autrefois désertés par les chauves-souris à cause de leur éclairage. Équipés de capteurs très sensibles, ils enregistrent les échos des chiroptères pour les comptabiliser. Combien de chauves-souris passaient ici? Une centaine. Une centaine. Les chauves-souris perçoivent cette lumière rouge probablement comme nous percevons la lumière ultraviolette. On ne peut pas la voir. Donc, quand elles volent dans cette lumière rouge, elles la perçoivent comme une lumière de très faible intensité, voire invisible.
Peut-être que nous devrions tourner cet infrarouge. Un peu comme ça, oui. Camiel enregistre avec des caméras infrarouges le comportement des chiroptères. Les résultats confirment que la chasse des chauves-souris n'est pas gênée par la lumière rouge, quelle que soit son intensité. Il y a différentes espèces. Celle-là, c'est une sérotine. Serait-il possible d'utiliser davantage la lumière rouge dans les espaces urbains? On accourt du monde entier à la fête des Lumières de la ville de Lyon qui se déroule à la mi-décembre, au plus noir de l'année. Un centre d'études techniques permet de tester sur un site expérimental et en grandeur réelle divers dispositifs d'éclairage développés par des industriels. Depuis quelques années, la sensibilisation à la pollution lumineuse y fait son chemin. Lyon est pionnière en matière d'éclairage public. La ville innove en éclairant ses quais avec des lampes à LED rouges et vertes. Rotterdam, Utrecht et d'autres cités néerlandaises se lancent elles aussi dans de nouvelles solutions d'éclairage urbain. Durant le confinement, les rues et les canaux d'Amsterdam ont été désertés au grand bonheur des chiroptères et d'autres mammifères. Il est bien normal que dans cette ville réputée pour son quartier rouge, les recherches se poursuivent ardemment. Camiel Spolstra et son équipe étudient la reproduction des oiseaux soumis à diverses lumières. Les chercheurs ont été surpris de constater que, contrairement aux humains dans le quartier chaud, la lumière rouge inciterait les mâles à mieux protéger la vertu des femelles. On a constaté que les femelles qui se reproduisent près de cette lumière sont plus monogames que d'habitude. On pense que c'est parce que les mâles sont actifs un peu plus tôt le matin et qu'ils protègent davantage les femelles des autres mâles qui veulent s'accoupler avec elles. Les éclairages de Paris, la ville lumière, ont fait fuir les rapaces nocturnes. Une trentaine de couples de chouettes hulottes étaient recensés en 1995 dans les nombreux parcs et jardins de la capitale. La plupart logés dans des arbres à cavités dont le nombre n'a cessé de diminuer. Mais à partir des années 2000, les hulottes disparaissent, malgré une cinquantaine de nichoirs aménagés, mais en vain vides. Aujourd'hui, il ne reste que de rares couples dans les bois de Boulogne et de Vincennes. Pourtant, ce ne fut pas toujours le cas. Les hulottes avaient investi Paris pendant le couvre-feu imposé à la capitale en 1940. Observez les règlements. Éteignez les lumières, n'attendez pas d'être rappelés à l'ordre. Pendant la pandémie du Covid-19, les nombreux couvre-feux décrétés un peu partout dans le monde ont permis autant d'expérimentations grandeur nature qu'il aurait été impossible de mener autrement. Longtemps, l'illumination des villes a été un gage de sécurité. Au XVIIIe siècle, les Champs-Élysées, alors ténébreux, étaient un coupe-gorge. Depuis,
l'éclairage urbain n'a cessé de se multiplier pour des raisons souvent plus futiles. Aujourd'hui, les confinements et les couvre-feux ont mis en relief ce qu'on appelle désormais la pollution lumineuse et ses conséquences sur les écosystèmes. La première mesure prise par certaines autorités locales contre la gabegie de lumière a été d'éteindre l'éclairage public à certaines heures et dans certains endroits. L'obscurité et les couvre-feux ont favorisé le retour de chapardeurs invétérés et compulsifs. Mais aussi de flâneurs curieux en quête d'opportunités. En Afrique du Sud, les hippopotames broutent aux chandelles. Conscients que des inconnus profitaient des ténèbres pour visiter leur jardin, des amateurs se sont équipés de caméras infrarouges pour voir à qui ils avaient affaire. Depuis plusieurs années, Lille expérimente un éclairage alternatif dans certains quartiers de la ville. Pendant la pandémie, l'accès au parc de la Citadelle, le poumon vert de la ville installé au confluent de deux rivières, a été interdit au public et réservé à l'écologue de la ville, Johan Tison. Pendant le confinement, il y a eu une évolution de la nature assez incroyable. Des animaux qui nichaient à des endroits assez improbables, des foulques, des poules d'eau qui nichaient au bord des allées, au bord des berges. D'habitude, avec les chiens, c'est impossible. Lille a entrepris de restaurer la biodiversité du parc dans le cadre d'un projet appelé Luciole. Pour limiter l'éclairage, les lampadaires de certaines avenues et allées ne s'allument que lorsqu'une présence humaine est détectée par des capteurs. Dès que l'usager est passé, les lumières s'éteignent et la faune peut circuler à sa guise dans l'obscurité. Auparavant, les allées éclairées en permanence découpaient le parc en îlots qui ne communiquaient plus les uns avec les autres. Le nombre d'espèces diminuait et la reproduction chutait. Aujourd'hui, des LED changent de couleur et d'intensité selon la saison. Lorsque la faune est au repos, comme en hiver, la couleur est plus blanche. Si la faune est en pleine activité, la couleur est ambrée, orangée. Près de la citadelle Vauban, Johan et son équipe dressent l'inventaire des insectes nocturnes et en particulier celui des papillons. Un drap blanc, éclairé par un projecteur, attire les insectes qui se posent dessus. C'est un joli hanneton mâle, hanneton commun. On n'en voit plus beaucoup en ville. C'est une des premières bestioles impactées par la pollution lumineuse.
C'est plutôt pas mal. Il y a des espèces qu'on n'avait encore jamais vues. En 2003 et 2009, ces espèces-là n'étaient pas présentes. Et donc c'est plutôt de bon augure. Le retour des insectes a entraîné les chauves-souris à leur suite. 11 espèces ont été identifiées. Le grand murin des marais, une espèce rare de chiroptère, est de retour dans des zones de la ville, comme par exemple au canal couvert de la Deule. Maintenant, cette zone a été replongée d'obscurité, ce qui permet aux chauves-souris de reprendre possession de ces lieux. Et ces lieux sont un peu un paradis pour elles. Les araignées, très nombreuses, sont une nourriture de choix pour les chiroptères. À la période de reproduction, certains d'entre eux élisent domicile sous la voûte. Un éclairage adapté et la mise en place de corridors noirs ont favorisé le brassage et le développement des colonies. Peu de Lillois savent que sous leur ville de briques se cachent 175 hectares d'anciennes carrières de pierres à construction. Là aussi, les chiroptères sont revenus. Ils hibernent dans les galeries et les quittent au printemps. Tu vois ce puits de lumière? C'est par là que les chauves-souris sont ressorties ce printemps, après 6 mois d'hibernation. Le réveil des chiroptères est dicté par leur horloge biologique et les conditions météorologiques. Lorsque le signal est donné, leur température corporelle passe de 7 à 40 degrés en moins de 2 heures. Ils rejoindront le puits de lumière, puis les corridors noirs extérieurs pour y chasser. Ah. Et voilà. Ils sont en train de se reposer pendant la journée. Ils se mettent un peu comme en hibernation des fois. Lors de leur vol acrobatique, rapide et sinueux, les chauves-souris dépensent beaucoup d'énergie pour se nourrir. Elles récupèrent en dormant une vingtaine d'heures par jour. Pour l'instant, on est à 6 espèces observées en période de reproduction et d'hibernation. Le but de préserver ces carrières et ces sites majeurs pour elles, c'est que leur population se restaure, se redéveloppe sur toute la région lilloise. Plusieurs régions d'Italie, de la République tchèque, du Danemark, d'Allemagne, ainsi que la ville de Tucson, en Arizona, ont renouvelé leur éclairage public pour une meilleure préservation de la biodiversité. Vue de l'espace, la pollution lumineuse apparaît dans sa dramatique ampleur. Modifier les éclairages artificiels pour la réduire sera long et coûteux. Une vingtaine de réserves de ciel étoilé ont été créées notamment en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Canada et aux USA. D'autres sont en cours de réalisation. Leur objectif est de protéger des pans de ciel de la brume lumineuse qui monte des zones urbaines
pour pouvoir contempler la voûte céleste nocturne dans sa splendeur étoilée. La lutte contre la pollution lumineuse en est encore à ses premiers balbutiements. Les quelques rares initiatives engagées pour la diminuer ont déjà prouvé leur intérêt pour la faune sauvage. Mais il est urgent d'accélérer le mouvement. Dans le monde végétal, l'impact de cette pollution est encore peu étudié. Mais on sait déjà que, comme chez l'animal, le rythme biologique des plantes est aussi beaucoup perturbé par les éclairages trop intenses. Les parties des arbres fortement éclairées la nuit gardent leurs feuilles plus longtemps et peuvent avoir des troubles de la floraison et un bourgeonnement précoce, avec pour conséquence une grande vulnérabilité à l'arrivée des gelées. Peut-être que les confinements ont permis, malgré nous, une prise de conscience de la nécessité de renouer avec une nature moins lumineuse.